Oui, alors bonjour tout le monde. Bienvenue à la session 1.8 aujourd'hui en cette belle première journée de notre symposium international interculturel et multilingue, plurilingue. Alors, merci encore à Gina et Paul ainsi qu'à toute l'équipe pour avoir organisé cette belle semaine. Alors, nous allons aujourd'hui entendre cet après-midi dans la session 1.8, démocratie et environnement. Nous avons deux professeurs-chercheurs, Isabelle Orellana, qui va débuter sa présentation en direct et qui sera suivie de Marco Barroca-Paccard, qui nous présentera sa communication par vidéo. Alors, sans plus tarder, pour optimiser le temps des questions, des échanges, nous allons débuter tout de suite avec Madame Isabelle Orellana. Allez-y, Madame. Bonjour, merci beaucoup. Merci Gina et Paul plus particulièrement, puis à toute l'équipe organisatrice de ces grands symposiums qui effectivement démarrent par une super belle journée ensoleillée. Et puis, sans plus tarder, je voudrais partager mon écran avec vous de l'exposé que je prétends présenter, donc, qui s'intitule « Co-construction des savoirs et émancipation au sein des mobilisations sociales de résistance, le cas de lutte contre l'extractivisme ». Puis, il s'agit d'une présentation qui s'enracine dans une recherche qui est actuellement en cours. Et puis voilà, que je vous présenterai donc dans une première partie de cet exposé. Rapidement, je vais passer à travers les éléments des problématiques, du contexte de la recherche, des visées et des productions envisagées, ainsi que des éléments des cas théoriques et champs méthodologiques pour arriver à la deuxième partie qui, j'ai appelé les constats. En fait, ça pourrait être quelques résultats préliminaires, quoique c'est de l'ordre pour l'instant des préliminaires, et qui concerne donc d'une part les impacts multiples de la situation que j'exposerai, les mobilisations sociales en contexte de conflits socio-écologiques comme creuset d'apprentissage, et ensuite je me pencherai sur la question des savoirs et des compétences qui se construisent dans de tels cadres. Donc, le projet Résiste Action, voilà le cœur alors sur lequel est ancré cet exposé. Il s'agit d'un projet donc, qui se penche sur la dimension critique et politique de l'éducation relative à l'environnement au sein des mobilisations sociales, en contexte de conflits socio-écologiques et les rapports donc, de ces deux dimensions à l'innovation sociale ou à l'émergence d'alternatives. C'est un projet CRSH qui a débuté, c'est pas en 2918, mais 2018, et qui se prolongera jusqu'à 2023. Donc, un projet qui est pleinement en développement actuellement, bien qu'il a été un peu ralenti par la pandémie, mais qui est actif. Donc, une équipe de recherche multiple avec des chercheurs et des collaborateurs de domaines divers, autant d'ici du Québec que du Chili, j'en reviendrai sur la question, donc ce sont des acteurs des secteurs d'intervention distincts, mais qui convergent autour de préoccupations relatives aux questions de déploiement de l'extractivisme, puis des mouvements sociaux qui s'épanchent sur ces questions. Donc, dans les principaux éléments de la problématique, on pourrait l'illustrer comme ça. On se penche sur cette situation de multiplication de ce qu'on appelle des voisinages litigieux dans les territoires. Donc, les territoires deviennent un objet convoité par toutes sortes d'intérêts, et des intérêts de la grande entreprise, et puis des intérêts reliés à cette tendance actuelle dominante qui est celle de l'extraction de richesses naturelles, des biens communs. Donc, face à ces phénomènes qui est aperçu, qui est perçu, qui est vécu comme une situation de dépossession multiple, et c'est un terme qu'on retrouve de plus en plus relié à cette situation,
parce que, bon, il s'agit autant d'aller exploiter, retirer du cœur de la terre les ressources, les biens naturels, d'exploiter les territoires pour en tirer le plus de profit, mais aussi il s'agit des dépossessions des droits à l'eau, des droits de la terre-mère pour certains acteurs aussi, des droits humains, des droits autochtones. Donc, c'est un phénomène qui est relié à l'expansion d'un modèle, en fait, d'un modèle qui aujourd'hui est dominant. Alors, face à ces situations, ben, on constate des citoyens qui se prennent de plus en plus en main pour faire face et s'informer, imprégner, mais rapidement, on se retrouve dans un mouvement de contestation, de questionnement, d'interrogation, mais des révoltes aussi, et en fait, une mobilisation sociale qui s'articule dans ce qu'à beaucoup d'endroits, on appelle un mouvement de résistance à cette tendance extractive. Donc, on est face à un constat de multiplication de conflits socio-écologiques un peu partout dans la planète qui accompagnent ces modèles. Nous nous penchons sur deux contextes spécifiques. Donc, le contexte du Chili, d'une part, en fait, deux contextes en fait, qui sont deux réalités culturelles contrastées, mais qui ont toutefois certains éléments communs. Donc, d'une part, en fait, l'expansion du modèle, on la retrouve aux deux endroits. Donc, expansion d'un modèle extractif. Dans le cas du Chili, essentiellement pays minier, enfin essentiellement les mines, mais aussi les forêts. Ben, en fait, et quelque chose de semblable, on peut retrouver avec les booms qu'on vit ici au Québec, donc les booms extractifs. On peut donc mettre comme exemple les plans Nord, mais aussi les plans actuels de transition énergétique qui s'est traduit en fait par une multiplication de projets extractifs. Et dans les deux cas, donc, une mobilisation importante. Dans le cas du Chili, il y a eu un éclat social qui s'est déclenché en 2019, en octobre 2019, où la question d'exploitation des ressources naturelles s'est retrouvée transversale et très présente, et particulièrement la question de l'eau comme un enjeu crucial, stratégique majeur de cette époque. Puis aujourd'hui aussi, en fait, au Québec également, on a été témoin de mobilisations sans précédent, particulièrement autour du KGNL, mais aussi autour de toute en fait, l'expansion de l'exploration en fait, dans la vallée du Saint-Laurent concernant les gaz de schiste. Donc voilà. Dans les deux cas, donc, la multiplication des conflits fait partie de cette scène sociale, sociopolitique actuelle. Au Chili, déjà en 2018, il y avait 116 cas de conflits qui avaient été identifiés par l'Institut national des droits humains. Et au Québec, déjà, on peut constater environ une trentaine. En ce qui nous concerne, puis je reviendrai là-dessus, on a pu faire un répertoriage. Donc, ce deux contextes, et nous mettons l'accent sur le processus collectif de dynamisation sociale, donc qui se met en marche pour faire face au déploiement et à l'exacerbation de ce modèle extractif. Donc, notre objet principal, ce sont les dimensions critiques et politiques de l'éducation relative à l'environnement, et nous nous proposons de cerner le processus de co-apprentissage, de formation à l'éco-citoyenneté, d'innovation écosociale, qui se forgent au sein de ces mouvements qui ont comme axes transversaux centraux, en fait, la protection de l'environnement, la défense des territoires et des biens communs et la qualité de vie des communautés. Donc, je l'évoquais, la question des conflits nous intéresse comme objet important qui nous permet de saisir ces trois en fait, processus dont je viens de faire référence. Donc, nous sommes en train de bâtir un répertoire des cas de conflits socio-écologiques. Et pour le cas du Québec, nous avons déjà identifié, repéré 22 cas de conflits, donc associés à l'industrie minière, pétrolière, gazière, hydroélectrique. Et dans le cas du Chili, nous avons répertorié 34 cas de conflits. Alors, voilà, donc nous développons des fiches descriptives par conflit
une base de données spécialisée sur les sujets et une cartographie des conflits, qui c'est quelque chose qui finalement, il devient un objet d'intérêt puis d'attention particulière dans le projet et qui suscite énormément d'expectatives de la part des acteurs aussi. Puis un site web où on se propose de partager tous ces éléments-là. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller plus loin dans l'explication ou la description de ces projets. Je voudrais me rendre jusqu'au bout. Mais quelques éléments du cadre théorique, je ne prétends pas les présenter ici, mais ce sont des éléments qui traversent la façon comme la lecture que nous apportons et en fait, pour pouvoir aborder ces phénomènes de multiplication des conflits socio-écologiques contemporains, et donc une diversité d'éléments qui sont reliés autant à la lecture de la situation que des perspectives, en fin de compte, d'alternatives qui sont envisagées dans le cadre déjà fait par une diversité d'auteurs, mais qui prennent racine dans tous ces mouvances actuelles contemporaines des contestations du modèle dominant, des modèles en vigueur. Donc, je pourrais peut-être revenir un peu plus tard. Donc, il s'agit d'une recherche interprétative et critique dont l'approche principale est une approche collaborative. Nous travaillons étroitement avec les acteurs des divers en fait, réseaux, des regroupements, associations, collectifs citoyens, etc. Donc, et nous arrimons le processus de collecte des données, donc va de pair avec les agendas de tous ces acteurs et actrices et à travers un dialogue actif qui vise aussi à quelque part à contribuer à valoriser en fait les efforts qui se font en termes d'identification des stratégies, des solutions, identification des principes, et on y reviendra là-dessus sur d'éventuelles alternatives. Mais l'idée, c'est de pouvoir contribuer au développement d'une réflexion critique sur la situation et la situer dans un contexte plus vaste que la sortie du local spécifiquement pour le faire en fait, vers une vision d'ensemble intégrale, holistique des questions sociales actuelles. Donc, nos premiers constats, bien sûr, d'une part, c'est les diagnostics de la situation, et d'ailleurs, ce n'est pas le propre de notre recherche, et nous nous appuyons sur déjà un travail développé par nombreux acteurs sur les impacts multiples du modèle extractif. Et j'ai évoqué tout à l'heure cette idée qui prend racine dans les imaginaires sociaux de plus en plus, des dépossessions, des saccages, en fait, qui est accompagné en fait d'une destruction des paysages, d'une contamination, d'une dévastation sociale et culturelle également. Donc, et dans beaucoup de cas, en fait, cette expansion s'est faite accompagnée de violations des droits humains, donc d'une situation de violence, de répression, de criminalisation, etc., des violations du droit à l'eau, des droits économiques, socioculturels, des droits autochtones. Et puis on constate, et puis c'est plus particulièrement le cas du Chili, l'émergence de ce qu'on appelle les zones de sacrifice, donc des lieux qui sont saturés de contamination et dans une situation d'irréversibilité de la contamination des territoires et d'une situation d'extrême vulnérabilité, puis d'une situation de santé critique de la population. Donc, au Chili, il y a 5 zones de sacrifice désormais reconnues comme telles, où il y a une multiplicité d'installations industrielles qui sont en fait qui partagent un même territoire. Il y a un territoire qui est habité, donc un territoire où il y a une population actuellement qui souffre des problèmes extrêmement graves de santé. Et bon, par ailleurs, parmi les impacts, une législation qui désormais est de plus en plus privilégie en fait les contrôles des ressources naturelles par les entreprises à travers une série de traités et des lois en fait, qui se transforment en sorte en tout cas au Chili, on dit le pays des transnationales, une sorte de pays
en fait, qui passe par-dessus les pouvoirs nationaux qui s'installent. Donc, il y a un système tributaire qui bénéficie les entreprises aussi très rapidement. Donc, quelques impacts, les principaux impacts. Donc, et pour faire face à cela, bon, une citoyenneté qui se prend en main, qui se prend en main, qui commence à réagir face à cette situation, qui commence à se parler, à se contacter, à se mobiliser, et ces structures s'organisent. Et puis, dans ces contextes que déjà désormais les auteurs qui travaillent sur la question de conflits socio-écologiques appellent le but de David contre Goliath, extrêmement inégal, une énorme asymétrie, une énorme et profonde asymétrie. Donc, c'est ça, il s'agit donc d'une situation avec ses particularités que je ne vous lirai pas là, mais c'est-à-dire on vit cette situation d'une part d'entreprises avec l'énorme pouvoir et les ressources en fait énormes sur lesquelles peuvent compter pour arriver à leur plein en fait, d'installation dans leur territoire, et par ailleurs des communautés qui sont souvent dans la précarité, dans des régions géographiquement éloignées, donc peu d'accès aux communications, à l'information, et souvent sont dans des économies de subsistance, et donc des communautés qui manquent nécessairement de ressources et une culture en fait, de défense face à ces énormes structures qui sont les entreprises et tout le pouvoir politique qui généralement en fait, les appuie. Alors, ben voilà, il y a des communautés, des citoyens qui font face à des difficultés de toutes sortes, en fait, pour pouvoir tenter de s'y faire une tête d'abord, mais ensuite de réagir face à la situation. Alors, mais tout de même, on constate que face à ces scénarios des risques et des menaces qui accompagnent l'expansion des processus extractifs, il y a une certaine articulation sociale et de plus en plus importante d'ailleurs, et qui dépasse le local pour aller vers des liens au niveau régional, national et même international, des solidarités qui se tissent à travers tout ça, des réseaux d'échange d'informations, de compréhension, de lecture de la réalité, et qui s'articulent autour de ces trois éléments principaux qui sont la défense des territoires et des biens communs, la protection de l'environnement, et comme j'ai l'évoqué plus particulièrement de l'eau, qui est un enjeu stratégique, un enjeu de vie. Et en fait, je le dis, j'ai oublié de le mentionner au départ, dans les cas du Chili, 76% du pays est au proie d'une sécheresse historique. Donc, l'eau devient un enjeu fondamental. Actuellement, il y a une diversité des régions qui sont approvisionnées de l'eau, en fait, en eau par les entreprises qui distribuent dans des camions citernes l'eau nécessaire pour le fonctionnement habituel. Il y a près d'1 million d'habitants qui reçoivent l'eau par des camions citernes. Alors, un problème extrêmement sérieux. La question de l'impact sur la diversité aussi, et donc qui préoccupe particulièrement. On l'a entendu lors des audiences publiques autour du projet GNL, des énergies Saguenay, et la question de l'impact, par exemple, sur les belugas et autres espèces vulnérables. Donc, la protection de la santé et la qualité de vie des communautés aussi est un autre axe fondamental. Donc, ce sont des mouvements sociaux et on les signale, on les identifie comme ça, où il y a… Excusez-moi, Isabelle, Oui. Madame Orellana, excusez-moi, il vous reste 2 minutes. Parfait. D'accord, je me dépêche à finaliser. Donc, ce sont des mouvements sociaux où il y a là un potentiel extraordinaire, qu'on le constate déjà comme une réalité, où se reconstruit les liens à l'environnement. Et ce sont des citoyens qui deviennent des experts du lieu et des territoires et des acteurs incontournables aujourd'hui sur la scène publique à considérer dans le processus de prise de décision. Donc, une série de phénomènes qui se mettent en marche, des réseautages, d'articulations, etc., des dialogues des savoirs où se construisent des savoirs fondamentaux pour pouvoir donc déployer ces efforts de défense et de protection des lieux. Alors, on l'aborde, on le constate qu'il y a là une maturation collective
des citoyens qui étaient parfois des simples voisins ou paysans ou cultivateurs deviennent des acteurs politiques importants. Donc, il y a un nouveau regard sur les questions environnementales et on repense et on reconstruit nos liens. Et voilà, donc il y a un important processus de complémentarité, des synergies, des compétences, des talents, en fait, des trajectoires, des savoirs, et des savoirs de divers types, autant les savoirs disciplinaires, mais les savoirs d'expérience ancestraux, traditionnels et autres, donc convergent vers un processus dans une grande hétérogénéité, mais qui permet de construire ce qu'on appelle les intelligences territoriales. Donc, il y a une prise de conscience progressive qui s'est faite des questions sociales et environnementales et du lien entre ces questions-là. Et on constate là donc l'émergence d'une citoyenneté, d'une prise de conscience de l'identité socio-écologique des personnes. Alors, voilà, et ça d'ailleurs, c'est ma collègue Lucie Sauvé qui a beaucoup travaillé sur l'identification de ces types de savoirs qui ont bâti dans ces contextes-là, des savoirs de divers types, en fait, compte, qui sont d'une part des savoirs comme tels, des connaissances sur les structures, sur les dynamiques, sur les enjeux des savoirs et des pouvoirs, des compréhensions de ces réalités complexes, et des savoir-faire, donc de la recherche, l'analyse, la synthèse, etc., diagnostic, débat, communication, un savoir-agir. Et donc, on apprend la question des choix stratégiques pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire face à ces Goliaths qui devant les citoyens. Et on apprend l'engagement collectif et comment mener, en fait, et comment développer, comment poursuivre cet engagement collectif. On apprend l'innovation. Et les savoir-être, donc toute la question des valeurs, mais aussi des façons de la rigueur, de la remise en question. Il y a l'assurance aussi, et les acteurs, ils font beaucoup ressortir cet élément-là, comment l'agir collectif dans l'action engagée contribue à développer une assurance face à une situation si inégale. Donc, on constate là qu'il y a un moteur de changement et d'innovation important et qui s'enracine dans cette mouvance des résistances et des contestations et des protestations. Et voilà, Alors, donc, on chemine, on se demande, est-ce qu'il y a là un creuset des excusez-moi, constructions Isabelle, vers je une vais nouvelle devoir... utopie? Et avec ça, je excuse, finis, c'est la dernière diapositive. oui, Merci beaucoup. malheureusement, merci énormément, c'était très intéressant. J'ai le travail de couper le temps. Donc, j'invite toutes les personnes à prendre en note leurs questions, leurs commentaires, ou bien sûr de les rédiger dans le chat. Et à la toute fin de la présentation, on pourra y revenir. Alors, merci encore, Isabelle. Nous allons poursuivre maintenant avec Marco Barroca-Pacal, qui va nous parler des luttes, excusez-moi, qui va nous parler des actions, des savoirs, des valeurs dans un modèle problématisé d'éducation au développement durable. Marco a déjà préenregistré sa communication. Alors, Carl va pouvoir nous montrer la vidéo. Ça arrive tout de suite. Merci, Carl. Bonjour, je m'appelle Marco Barroca, professeur à l'Université du Québec en Outaouais, et je vais vous parler des relations entre action, savoir et valeurs dans un modèle problématisé d'éducation à un développement durable. En introduction, je voudrais rappeler qu'il y a de nombreuses initiatives pour encourager les comportements pro-environnementaux et la protection de l'environnement. Au niveau québécois, il y a une initiative récente qui s'appelle DU, des universitaires, qui regroupe un certain nombre de professeurs d'université qui s'engagent activement pour la protection de l'environnement. D'autres initiatives du même type existent à d'autres endroits. On citera par exemple Labo 1.5 en France ou des initiatives internationales. Alors, si on parle de comportements pro-environnementaux, on peut les définir comme un comportement individuel adopté de manière consciente qui va viser à protéger l'environnement naturel et éventuellement l'environnement construit par l'homme.
Pendant longtemps, pour parler en éducation du développement de ces comportements pro-environnementaux, on se basait sur un modèle du déficit de connaissances. Le modèle du déficit de connaissances considère que c'est l'absence de connaissances environnementales qui est responsable de l'absence de comportements pro-environnementaux. À l'inverse, pour développer ces comportements, il faut faire un enseignement des connaissances pro-environnementales qui va conduire à une modification des valeurs et des attitudes des personnes et, in fine, va permettre le développement de comportements pro-environnementaux. Malheureusement, ce modèle du déficit de connaissances a beaucoup de limites et il y a eu énormément d'articles de littérature qui ont montré les limites d'une vision simple de ce modèle. Et dans cet exposé, je vais essayer de vous présenter un nouveau modèle qui permet de prendre en compte les connaissances, mais aussi les valeurs pour penser les comportements pro-environnementaux dans un cadre d'enseignement. Dans une première partie, nous allons parler des valeurs, actions et connaissances pro-environnementales. Concernant les valeurs, beaucoup de travaux se situent dans le cadre de la théorie des valeurs de Schwartz, et plus particulièrement, les valeurs de dépassement de soi ont été mises en évidence comme des valeurs importantes pour la mise en place d'actions pro-environnementales. Mais en plus de ces valeurs de dépassement de soi, un autre groupe de valeurs qu'on dit biosphériques a une importance particulière. Les valeurs biosphériques sont des valeurs qui sont associées avec le fait d'attribuer à la nature une valeur intrinsèque, c'est-à-dire au-delà de son intérêt direct pour l'homme. De nombreux travaux en éthique environnementale se sont intéressés à la justification de cette valeur intrinsèque. Par exemple, Calicott a montré que cette valeur intrinsèque ne pouvait peut-être pas se penser en dehors d'un sujet pensant qui lui-même va attribuer cette valeur, qu'elle n'existait malgré tout peut-être pas en tant que telle. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les travaux de Rollston 3 qui associent ces questions de valeurs environnementales avec l'existence de valeurs liées à la théorie de l'évolution. Rollston 3 met de l'avant cette notion de valeur adaptative, par exemple, qui est portée par tous les êtres vivants sur Terre. En ce sens, il montre le lien qui existe entre les valeurs d'un côté et la construction des connaissances, en particulier des connaissances biologiques, environnementales ou écologiques, de l'autre. Pour intégrer cette question des connaissances et de la construction des connaissances, nous allons utiliser un modèle qui est le modèle de la problématisation des savoirs qui a été développé par Michel Fabre et Christian Orange en particulier à Nantes. Et c'est un modèle qui repose sur 3 éléments principaux. D'une part, le registre empirique. Le registre empirique, c'est l'ensemble des choses qui sont repérées comme évidentes, des faits que l'on considère comme vrais dans le cadre dans lequel on travaille. Ces éléments-là vont être interreliés entre eux en construisant un registre des modèles. Ce registre des modèles, c'est un registre où on va construire des nécessités, des choses qui permettent de relier entre eux ces différents éléments empiriques. Et l'ensemble de ce travail-là se pense aussi en interaction avec un cadre épistémique qui organise l'ensemble de ces interactions. Dans cette deuxième partie, nous allons présenter un modèle d'espace de contrainte pour une éducation à l'environnement et à un développement durable. Le modèle d'espace de contrainte que l'on vient de présenter est un modèle qui a été pensé dans le cadre de la didactique des sciences, en particulier pour traiter des sujets de didactique des sciences fonctionnelles en biologie, comme l'exemple de la digestion. Quand on considère l'action environnementale dans un modèle comme celui-là, évidemment, il va falloir ajouter un certain nombre d'éléments. Le premier élément à ajouter, c'est le registre des actions possibles. Alors, on parle bien d'actions possibles, car, comme l'ont souligné Lange et Martinan, dans le cadre d'une éducation environnementale, la réalisation des actions n'est pas toujours possible. On envisage parfois les actions plus comme des possibilités ou des potentialités dans un cadre scolaire que pour leur concrétisation qui n'est pas toujours malheureusement réalisable immédiatement. Ces actions possibles, elles vont non seulement venir interagir avec les nécessités, mais elles vont conduire à co-construire ensemble les nécessités et les actions, en particulier pour les problèmes environnementaux. Pourquoi cette co-construction ? Parce que
très souvent, les problèmes environnementaux sont des problèmes extrêmement complexes. On parle de wicked problems en anglais ou de problèmes vicieux, si on veut le traduire en français, c'est-à-dire de problèmes pour lesquels il n'y a pas une réponse directe. Les actions envisagées vont conduire à modifier les nécessités construites et même les éléments du registre empirique qui ont été mobilisés. Donc il y a une sorte de dynamique qui se met en place entre les éléments du registre empirique, les nécessités qui sont construites pour donner du sens à cet ensemble d'éléments du registre empirique et les actions potentielles qui sont construites dans le même temps que ces nécessités. Cet équilibre dynamique entre ces trois éléments-là va aussi intégrer la question des valeurs. En effet, dans une approche problématisée, les valeurs deviennent des éléments du problème. Fabre a mis cela en évidence dans un article de 2018 où il montre bien que les valeurs peuvent vraiment être considérées comme des éléments qui orientent la réflexion dans le cadre de la construction problématisée d'un savoir environnemental. Dans cette troisième partie, nous allons voir un exemple d'application de ce modèle d'espace de contrainte EEDD. L'exemple est tiré d'une situation qui a été réalisée dans une classe de 3e, c'est-à-dire des enfants de 14-15 ans en France, dans le département de la Mayenne. Et dans le cadre d'un travail qui a été réalisé au cours de mon doctorat, j'ai collaboré avec un enseignant de cette classe pour envisager une situation avec des élèves qui est une situation appliquée de protection de l'environnement. La situation en question est celle qui a été vécue dans la région de la construction d'une autoroute dans une zone où on a découvert un insecte rare, inscrit sur les listes de protection européennes, qui s'appelle le pic-prune en nom courant. Et il y a eu un débat très important sur les mesures à prendre. Est-ce qu'il fallait interrompre le chantier? Est-ce qu'il fallait trouver d'autres mesures pour continuer quand même le chantier de l'autoroute? Est-ce qu'il fallait faire une déviation? Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été envisagées. C'est un débat qui a été très vif, mais qui s'était passé quelques années avant l'activité qui est présentée là. Donc les élèves en avaient parfois un peu entendu parler, mais de manière très indirecte. À partir de cette situation qui a été présentée aux élèves, il leur a été demandé de se positionner par rapport à un certain nombre d'éléments, et notamment par rapport aux actions qu'ils envisageraient dans une situation comme celle-là. Comme le montre le tableau de résultats ici, on peut voir que la plupart des élèves, la très grande majorité, se positionnent pour une protection de l'insecte et envisagent uniquement des situations ou des solutions qui permettent de protéger l'insecte. Nous avons donc réalisé une modélisation dans le cadre de notre modèle de cette situation. On peut constater que dans la situation de classe vécue, il y avait trois éléments dans le registre empirique. D'une part, le fait que cet insecte est rare. D'autre part, qu'il bénéficie de protection européenne et internationale. Et enfin, évidemment, que la route était déjà en construction. Donc on avait déjà commencé la route. L'ensemble de ces éléments-là va permettre de construire aux élèves une solution quasi unique qui est basée sur la nécessité de protéger l'insecte. Ça peut s'interpréter dans le cadre d'un cadre épistémique qui est le cadre du protectionnisme, c'est-à-dire le fait de vraiment protéger les espèces qui sont menacées de toute intervention humaine. Les actions envisagées en interaction avec cette nécessité de protéger un insecte sont de trois types. Arrêter la construction de la route, définitivement, on ne construit pas d'autoroute. Dévier le trajet de l'autoroute ou déplacer l'insecte, mais cette solution est assez minoritaire. On peut relier ça à deux types de valeurs, des valeurs biocentrées et des valeurs anthropocentrées qui sont présentes également, en particulier pour les solutions de déviation de la route et de déplacement de l'insecte. Suite à ce premier temps, j'ai réalisé une intervention dans la classe visant à pousser la démarche de problématisation des élèves. J'ai donc été dire aux élèves que j'avais circulé dans la classe et que j'avais constaté que tous les élèves souhaitaient protéger l'insecte. Mais, je leur ai dit, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que cette route est importante et moi je n'ai pas envie de payer plus cher pour une déviation d'une route ou d'arrêter même cette route, de perdre du temps, etc., pour un insecte qui n'a aucun intérêt et qui en plus n'est même pas beau. Et donc, suite à cette intervention, je leur dis, écoutez,
si vous voulez me convaincre que j'ai tort, expliquez-moi pourquoi il faudrait protéger cet insecte. Et puis si en fait vous êtes d'accord avec moi, ben dites-le. Suite à cette intervention, la quasi-totalité des élèves n'a pas changé d'opinion. Alors, si on analyse un petit peu, dans un premier temps, on peut ajouter sur le modèle ce que mon intervention aurait pu produire dans cette problématisation en cours. On voit sur le modèle, ici indiqué en rouge, l'ensemble des éléments que j'ai pu porter par cette intervention. Première chose, j'ai mis de l'avant un gain de temps lié à la construction de la route. Deuxième chose, j'ai mis aussi de l'avant le coût de la construction et le coût aussi de la déviation qu'il pourrait y avoir. Ces deux éléments du registre empirique pourraient amener à la nécessité de finir cette route. Il y a un gain de temps dans son utilisation, il y a déjà de l'argent qui a été mobilisé, et puis ça coûte cher aussi de faire une déviation, mais c'est possible quand même, mais dans tous les cas, tout ça amène vers la nécessité de construire cette route. Et ça aurait pu aussi potentiellement amener à l'idée de la possible destruction de l'insecte, puisque j'ai précisé qu'il était inutile et même pas beau, dans une approche qui se relierait à des valeurs anthropocentrées. Quand on regarde ce qui s'est passé avec les élèves, on s'aperçoit que cette dynamique-là ne s'est pas du tout mise en place. La nécessité de finir la route a bien été intégrée, mais les autres éléments du registre empirique n'ont pas du tout été mobilisés. Et cette nécessité de finir la route n'a abouti qu'à qu'à deux seules possibilités d'action qui étaient déjà là, qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire faire une déviation de la route ou déplacer l'insecte, mais en le préservant évidemment. De manière intéressante, ça a même conduit à l'apparition d'un nouvel élément dans le registre empirique, qui est le fait que cet insecte, il doit quand même être utile. Cet élément nouveau du registre empirique est intéressant parce que rien dans les documents, ni dans le discours, ni à aucun moment ne mettait de l'avant cela. Au contraire, on disait que cet insecte n'avait pas d'utilité connue, qu'il n'avait pas un rôle important dans les écosystèmes. Rien ne permettait aux élèves de le dire. Mais certains élèves ont très explicitement dit « il doit quand même servir à quelque chose ». Et on voit bien que cette construction de quelque chose qui n'est même pas présent dans le registre empirique, alors c'est pas partagé par tous les élèves, on est bien d'accord, mais on voit bien que cette idée-là peut s'interpréter beaucoup plus facilement quand on intègre les valeurs qui sont associées à ça. En effet, cette utilité potentielle de l'insecte, c'est quelque chose qui permet de préserver l'intérêt de conserver cet insecte quand on est dans des valeurs peut-être plus anthropocentrées. Je ne peux pas me baser sur le fait que l'insecte doit être préservé pour lui-même, qu'il a une valeur intrinsèque parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Je n'ai pas des valeurs biocentrées dans cet exemple-là, on est bien d'accord, quand je me positionne sur cet exemple-là. Et je vais donc trouver un élément qui n'est même pas présent pour justifier la protection de l'insecte avec des valeurs anthropocentrées. Donc, cet exemple montre comment ce nouveau modèle permet d'essayer de comprendre l'articulation de ces différents éléments dans un cadre de construction des savoirs dans une séance de biologie, d'enseignement avec des élèves de secondaire. Ça permet d'intégrer à l'ensemble de la réflexion non seulement les éléments de savoir traditionnels, ce qu'on va dire être plutôt les éléments du registre des modèles, ceux où on cherche à faire fonctionner ensemble des choses pour comprendre comment les choses se passent, mais également les éléments du registre des valeurs et des actions possibles, du cadre des valeurs et du registre des actions possibles. Donc en ce sens, il nous semble que ce modèle propose une nouvelle alternative intéressante à ce qui peut exister, en particulier, et ce sera la conclusion, quand on est dans une approche qui est une approche disciplinaire. Car un des grands défis de l'éducation à l'environnement et au développement durable aujourd'hui, c'est que c'est une éducation fondamentalement transdisciplinaire ou interdisciplinaire qui peine parfois à trouver sa place dans un système scolaire très structuré autour des disciplines. L'intégration d'un modèle comme celui-là qui se base sur une réflexion didactique en enseignement des sciences, mais aussi sur des éléments liés aux valeurs et aux actions plus proches de l'éducation environnementale, offre une alternative pour penser dans un cadre disciplinaire une réflexion beaucoup plus large que
le simple travail sur les éléments biologiques ou écologiques de préservation des espèces. Donc en ce sens, nous pensons que ce modèle peut être intéressant comme moyen d'initier une réflexion interdisciplinaire à venir sans remettre en cause les modes de fonctionnement traditionnels des disciplines. Bien évidemment, il reste de nombreuses choses à tester. Là, c'est simplement une illustration et il serait particulièrement intéressant d'essayer de généraliser un petit peu ce type d'approche et de voir comment cette articulation peut se penser dans le cadre des enseignements réalisés au secondaire. Je vous remercie de votre attention. Juste la fin du match. C'est bon. C'est autre chose? Non, je n'avais pas à faire. Juste à côté. Alors, merci beaucoup, Marco. Je ne vois pas pour l'instant de questions dans le chat. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser des questions à Madame Orellana, Isabelle. Je vous propose que nous débutions les questions avec Isabelle et puis par la suite, il nous reste quand même 19 minutes. Nous pourrons enchaîner avec les questions pour Marco. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait commenter, questionner? Isabelle. Oui, Madame Jacqueline. Oui, moi, j'ai bien aimé ta présentation, Isabelle, et on voit beaucoup qu'il y a cette mobilisation citoyenne qui est absolument extraordinaire. Mais je voulais savoir, là, dans ce cadre-là, quelle est, est-ce que la volonté politique, est-ce qu'elle est au rendez-vous ou c'est juste, ça revient sur les épaules des citoyens? Parce que, bon, ouais, je te laisse élaborer là-dessus. Bon, la première chose, en toute modestie, nous ne nous sommes pas penchés sur les pouvoirs politiques et leur façon d'agir, ni leur discours, etc. Toutefois, ce qui ressort dans notre collecte des données, c'est une méfiance de plus en plus importante envers la classe politique gouvernante, et c'est le cas autant ici qu'au Chili. D'ailleurs, pour ceux qui peut-être y a eu un écho par les nouvelles, hier soir, il y avait des élections extrêmement importantes au Chili, puis à la grande surprise des pouvoirs actuellement au gouvernement, il y a eu en fait un vote très important qui laisse les structures de pouvoir actuelles, politiques, complètement en dehors en fait, de l'espoir citoyen de trouver des solutions aux problèmes. Donc, on constate que les citoyens, en prenant conscience, en s'informant de plus en plus, en développant par eux-mêmes des compétences de pouvoir comprendre ce qui se passe, de pouvoir par eux-mêmes collectivement et faire des diagnostics des situations et de découvrir, de cerner les enjeux de pouvoir qui se retrouvent derrière, en fait, l'agir autant de la caste politique qu'entrepreneuriale. Ben, on sent qu'il y a de la part de la citoyenneté un désir de pouvoir dire ben, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est ceci. Et puis de cheminer ou de s'organiser pour de plus en plus prendre une place importante et de se faire entendre. Donc, en ce sens, je dirais qu'on constate une classe politique qui généralement fait les jeux aux entreprises. Il y a une question d'intérêt. D'ailleurs, ben, de plus en plus, on voit que la caste politique est très fortement impliquée, en fait, avec des intérêts économiques importants dans les entreprises qui se retrouvent derrière tous ces projets industriels qui s'implantent dans les territoires. Donc, il y a des conflits d'intérêts importants. Alors, ce que je peux dire, peut-être il y en a d'autres qui voudraient ajouter et complémenter la tentative de réponse. Oui, mais juste qu'en est-il de la formation des maîtres qui est fondamentale? Est-ce qu'elle est au curriculum? Peut-être mon collègue Marco, il pourrait là-dessus renchérir, je dirais.
qui est dans le milieu scolaire? Si c'est sur les questions des luttes sociales dans les curriculums, ce n'est pas quelque chose malheureusement de très, très présent. Quand ça l'est, c'est toujours de manière très, très indirecte et très institutionnalisée et, comme on dit par rapport au savoir, refroidi quelque part. C'est-à-dire qu'on retire justement toutes ces dimensions critiques qui peut y avoir là-dedans. Il y a une collègue à moi à l'UCOL, Stéphanie Demers, qui a écrit plusieurs articles sur les types de citoyenneté et qui montre que dans le système scolaire, on va prôner des citoyennetés dans le meilleur des cas participatives, mais jamais révolutionnaires, par exemple, ou réellement critiques. Donc, c'est toujours l'ambiguïté des systèmes scolaires. Ils scolarisent les choses, mais en les scolarisant, déjà, ils ne les scolarisent pas toujours, mais quand ils les scolarisent, ils les rendent, ils retirent tout le caractère critique d'implication, d'engagement politique, etc., pour en faire un objet de savoir assez neutre et qui perd beaucoup de son sens. Si je peux me permettre, Chantal. Bien sûr. Ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que toutefois, malgré effectivement les limites d'intégration de ces réalités dans les curriculums scolaires, on constate quand même un intérêt en fait, de conseillers pédagogiques ou d'enseignants de façon individuelle à intégrer ces situations en tant que cas. Donc, comme en se prévalant de la méthode des cas, donc intégration de ces problématiques actuelles et en illustrant ces problématiques actuelles, environnementales, socio-écologiques, à partir des situations concrètes de la réalité. Donc ça, je dirais qu'il y a quand même un certain souci de la part de certains enseignants d'accès en fait les processus d'enseignement-apprentissage, de les relier à la réalité à travers donc l'exploration des cas. Il y a même, je dirais, quelques trousses pédagogiques qui ont été élaborées sur notamment la question minière, entre autres, mais il est clair que ce sont des sujets qu'on les aborde surtout dans les milieux non formels, mais en milieu universitaire et préuniversitaire, ils sont quand même présents, je dirais, de plus en plus. Ce sont des réalités qui sont tellement omniprésentes dans nos réalités de plus en plus, malgré que le fait que se situent souvent la plupart du temps dans des contextes géographiques éloignés, on se sent moins concerné, ça ne nous affecte pas nécessairement de façon très directe, donc on y est moins conscient, mais en fait, on constate tout de même, je peux le dire à l'UQAM, il y a quand même un intérêt croissant de la part des étudiants, beaucoup, mais de beaucoup de collègues aussi qui se penchent sur ces problématiques actuelles. À cet effet, justement, il y a Gina qui propose une didactique des sciences transformatoires. Est-ce que, Gina, vous aimeriez dire quelques mots sur cette proposition? Merci Chantal. En fait, c'était une question pour Marco, quoi. Est-ce qu'il pense, puisqu'il nous a proposé un modèle à partir de la didactique des sciences, donc se pourrait-il qu'on puisse avoir espoir d'une didactique des sciences transformatoire, selon lui? Oui, j'aimerais bien. C'est vraiment un peu l'idée de mon travail, en fait. C'est que j'ai une formation puis une histoire en didactique des sciences et j'essaie de croiser ce regard avec, puis aussi pas mal sur le curriculum aussi. J'ai fait beaucoup d'analyses curriculaires et d'essayer de croiser ce regard-là avec le regard de l'éducation à l'environnement. Et puis, c'est vieux ce débat, en fait. Ça fait depuis les années 60-70 qu'on est toujours en train de se demander si ces questions-là devraient être scolarisées sous forme de matière scolaire ou pas. Fondamentalement, non, mais on n'arrive pas à les faire rentrer dans le système autrement parce que le système résiste à ça. Donc, oui, c'est un très bel objectif. J'aimerais bien être capable de dire oui, on va y arriver. En tout cas, moi, c'est un objectif sur lequel j'essaie de travailler, de trouver des manières de plus associer ça, puis d'arrêter d'opposer des approches d'éducation transformatoire d'un côté ou d'éducation environnementale très large, et puis de l'autre, des approches disciplinaires très centrées sur des savoirs et de plus en plus aussi centrées sur des évaluations standardisées, des niveaux, des référentiels de compétences et tout qui se développent, quoi. Donc, c'est aussi un petit peu une lutte contre cette espèce de vision des disciplines comme
quelque chose qui est très normatif et qui devient très évalué de manière standardisée en permanence dans la progression. Après, c'est complexe malgré tout, parce que ce que je montre là sur cet exemple-là, il y a des tiraillements quand même toujours entre ces deux approches-là. Puis le modèle là que j'ai proposé, c'est justement pour essayer d'articuler un peu ça, mais il reste beaucoup de choses à faire. Donc, je pense qu'on est vraiment au début de ça, mais j'ai espoir qu'on avance quand même. Peut-être encore un élément que je pourrais ajouter, et c'est ma collègue Lucie Sauvé qui est présente, qui l'a mis dans le clavardage. Au Centre de recherche en éducation, formation à l'environnement, il y a l'éco-citoyenneté dont on fait partie, Lucie et moi, avec beaucoup d'autres acteurs, tant universitaires que du milieu. Il y a une proposition concrète sur la table qui attend qu'il y a vraiment un accueil politique justement qui puisse permettre d'intégrer. Il s'agit de la proposition des stratégies nationales d'éducation relative à l'environnement et matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Donc, c'est un document qui est issu d'un travail d'une 50aine d'organisations pendant à peu près 4 ans ici au Québec, un effort considérable qui a permis vraiment de converger autour des visions, autour de préoccupations principales. Ça a été un travail de co-apprentissage et de co-construction absolument extraordinaire, difficile, laborieux, tout un défi, mais qui nous a amené justement à soulever cette proposition et qui constitue en fait je dirais une perspective innovatrice pour le milieu scolaire au Québec et un défi qui est de pouvoir intégrer ces dimensions dans le milieu scolaire, en fait, de vraiment arrimer les processus scolaires à la réalité et pas que dans une perspective de problématisation, mais aussi dans la perspective d'émerveillement, de renouer nos liens amoureux à la vie et à partir de ça, de faire face aussi aux problématiques pour essayer d'y voir des solutions qui ont trait à l'idée de bien vivre, de vivre en paix, de vivre juste, de vivre en santé, de faire partie de façon équilibrée, harmonieuse de la trame de vie des vivants. Alors voilà, donc, mais l'idée, c'est de pouvoir établir un lien plus dynamique, plus de rétroalimentation avec les réalités. Donc, il y a ces stratégies-là qui sont sur la table, puis Lucie a mis dans le clavardage les liens et j'inviterai tout le monde à aller jeter un coup d'œil. C'est un document absolument inspirant, riche, et puis c'est un point de départ. Je ne sais pas si de départ, parce qu'il y a déjà eu à un autre moment un comité interministériel qui a tenté de travailler fort dans l'intégration dans nos systèmes formels des préoccupations d'éducation relative à l'environnement. Mais voilà, il est là pour qu'on s'approprie collectivement, puis on fasse pression auprès du politique afin de l'intégrer. Et puis, si je peux juste rajouter là-dessus, la pression sur le politique, je pense qu'il faut la faire effectivement, ces propositions-là, heureusement qu'elles sont là. Au Québec, récemment, il y a eu une nouvelle version du référentiel de compétences des enseignants. Le grand absent, de mon point de vue, c'est toutes les questions environnementales, d'éducation transformatoire et toutes ces approches-là. Elles sont très, très peu présentes. Éducation environnementale, c'est pas présent. On a beaucoup mis le numérique de l'avant. Il y a des choses très intéressantes, mais toutes ces questions-là sont peu présentes. Ce virage-là est un peu raté pour le coup, mais on a probablement à l'aube de nouvelles réformes, effectivement, des programmes d'enseignement qui commencent à être anciens. Et c'est sûr que si on s'empare tous de propositions comme celle-là, qu'on essaie de la pousser, on a peut-être une chance, enfin, de faire aboutir un petit peu plus nettement ces choses-là. Et juste pour donner un peu d'espoir par rapport à ça, moi, je viens de France, ça fait 6 ans bientôt que je vais être au Québec. En France, je ne dis pas que c'est parfait, loin de là, mais à force qu'il y a des pressions, etc., on voit rentrer petit à petit dans les programmes des choses qui sont quand même en lien avec des questions environnementales, voire des approches des fois un petit peu innovantes qui se veulent entre disciplines, des petits espaces où ça rentre progressivement parce qu'il y a une pression depuis longtemps. Puis au bout d'un moment, il ne faut pas désespérer parce que ça finit par se traduire. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'empare tous de ça collectivement. Puis j'ai bon espoir que ça fonctionne
pour les prochaines modifications politiques malgré tout. Je crois que tu l'as dit, c'est vraiment la pression citoyenne qui fait en sorte que des changements peut-être y arriveront. Il y a aussi l'angle des entreprises que Georgina propose ici. Georgina demande si un travail de collaboration avec des entreprises pourrait influencer justement ces entreprises. Elle ajoute que l'image des entreprises du Québec est mauvaise au Mexique. Georgina, pouvez-vous un peu développer sur ce que vous avez mentionné? Mon français, c'est très malade. Je seulement peux dire que à mon pays, l'image des entreprises est très mauvaise parce qu'il vient pour détrousser toutes. Alors, c'est pour ça que j'avais fait la question. Merci. Merci. Mais, bon. Ouais, juste, oui, Marco. Par rapport à ça, effectivement, c'est peut-être des choses des fois sur lesquelles on ne s'appuie pas assez parce que la question des responsabilités environnementales et de la formation aussi environnementale de leurs futurs employés au sein des entreprises, c'est quelque chose qui monte beaucoup. Alors après, faut faire attention parce que les entreprises, on l'a vu sur certains sujets, c'est pas un monde uniforme, loin de là. Puis peut-être que parfois, faut être prudent dans les relations qu'on peut avoir avec certaines entreprises qui viennent chercher parfois des cautions sans qu'il y ait une réalité derrière. Mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a une vraie réalité de prise de conscience aussi dans le monde de l'entreprise, puis de volonté d'avoir des gens qui soient formés aux questions environnementales et aux enjeux, même plus largement de ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Et c'est vrai que parfois, c'est aussi un très bon levier pour parler avec des interlocuteurs qui sont un peu plus, comment dire, un petit peu plus difficile d'accès directement sur nos approches habituelles. Et encore une fois, dans certains pays d'Europe, c'est les entreprises ont fait fortement pression pour que des questions environnementales soient intégrées dans les cursus universitaires, y compris sur des formations d'ingénierie ou d'économie ou de choses comme ça, en disant, nous, on a besoin de gens qui sortent en connaissant et comprenant les enjeux à venir, et ça, c'est l'enjeu majeur à venir. Donc, on ne peut pas imaginer un ingénieur qui n'ait aucune connaissance et compréhension des enjeux environnementaux du XXIe siècle. Merci, Marco. Tout à fait. Quelqu'un d'autre? Il reste encore un petit 2 minutes, simplement pour vous rappeler qu'on peut poursuivre pendant le Happy Hour qu'il va y avoir à partir de 15h30. Et puis, ce symposium vise à ce qu'il y ait beaucoup de collaboration après vendredi le 21 mai, même que vendredi le 21 mai, il y a un moment dans l'après-midi qui est réservé pour ces collaborations. Alors, il est 14h58, on a encore un petit 2 minutes. Si quelqu'un aimerait élaborer un point ou amener un point qu'on a oublié, tout simplement. Madame Jacqueline. Oui, moi je vais tout simplement exprimer, je vais l'élaborer dans d'autres présentations, que je commence à devenir très, très, très en colère face aux politiciens. Parce que ça fait très, très, très longtemps, depuis 2014, que Lucie a commencé ce travail-là extraordinaire de la stratégie québécoise. Il y a eu le lancement il y a 2 ans et rien n'est fait encore. Et vraiment, je sens ma colère monter beaucoup. Il y a quelque chose à faire. D'autant plus que c'était dans le 12e article dans la conférence de Paris, là, aux accords de Paris, où l'accent était mis de façon incroyable sur l'éducation et la formation des maîtres. Et là, on ne fait rien au Québec. Et c'est honteux. Après tout le travail de ces universitaires-là, avec Lucie et Isabelle là, et toute l'équipe qui a fait ça, il n'y a rien qui s'est passé et ça commence à être sur les tablettes. Il y a, effectivement, vous avez raison, madame, vous avez tout à fait raison. Les partis politiques, souvent, vont
vont gérer selon, comme disait ce matin Paul Carr, plusieurs personnes s'engagent en politique avec au départ des intentions nobles de vouloir changer le monde. Par la suite, la machine, pour ne pas dire le monstre politique, les conduit à adopter une autre attitude, d'autres comportements. Et dès que l'enjeu financier entre dans le décor, ces comportements-là, souvent, qui au départ étaient très nobles, sont complètement ou presque complètement transformés pour gagner des élections plutôt que pour contribuer à une croissance sociale. Je le dis dans mes propres mots. Je pense qu'il faut se réveiller parce que les accords de Paris étaient très, très, très importants et la reddition de comptes devait se faire en 2020 et se fera faite en 2021 à Glasgow peut-être. Oui. Et c'est ça, c'est la reddition des comptes. Donc, qu'est-ce que le Canada va dire? Qu'est-ce que les politiciens vont dire par rapport à ça? Quand tout le monde dit que c'est l'éducation qui est vitale. L'important, c'est l'éducation à tous les niveaux, formel, non formel, informel, à tout, de la naissance à la mort, partout. Alors, et je pense que nous devons nous mobiliser à ce moment-là par rapport aux politiciens. C'est là qu'il faut enfoncer le clou. Enfin, excusez-moi, j'ai pris trop de place. Peut-être ajouter. Non, c'est très intéressant, madame. Merci beaucoup. Paul Bélanger de l'UQAM, mon directeur de thèse, dit toujours l'éducation du berceau au tombeau. Alors, il est 15h02. Je vous remercie. Nous pourrons nous rencontrer à nouveau à 15h30 si vous le souhaitez. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.